très heureux, très fier, honoré de votre présence. J'ai écrit ce roman, je l'ai terminé en 2022, bien avant le 7 octobre. Oui, le 7 octobre, la dernière. Le patio de Joubran commence par la première de couverture. La première photo est finie matériellement avec la dernière photo qui est dans la quatrième de couverture. Ces deux photos se réfèrent au 28 août 82, une date très importante, où on avait obligé la guerre civile au Liban et l'occupation du sud du Liban par l'armée israélienne a obligé un millier de combattants à quitter le Liban et à venir en Tunisie. Avec ce millier de combattants, il y avait une centaine d'enfants orphelins qui n'avaient plus ni père ni mère, plus de famille du tout. Ils étaient livrés à eux-mêmes et on était obligé de les envoyer avec les combattants. C'est la photo qui, si vous voulez, qui montre le départ précipité de ces combattants-là, avec ce personnage qui m'a beaucoup interpellé, qui m'a intrigué, qui m'a obligé à aller chercher même, comme si j'avais une dette envers cet enfant et les autres enfants. Et j'ai commencé une recherche, une documentation sur l'événement en soi et sur le sort, le destin des enfants, de ces enfants-là, exilés déjà à l'âge de 10 ans et de 9 ans. Donc, pour la quatrième de couverture, il y a la photo de l'arrivée à Bizerte, au port de Bizerte. Et encore une fois, l'enfant qui est là, qui est porté sur les épaules d'un soldat, d'un combattant, et dans la valise probablement, et aussi porté par un autre combattant. Donc c'était si vous voulez, le déclic, c'était la chose, l'étincelle qui m'avait donné l'envie, le besoin aussi d'aller chercher ce qu'il en est et de broder autour de cet événement-là une fiction qui fasse le relais, la fiction qui va servir de relais aux faits historiques en soi. Donc il y a dans la fiction que j'ai entreprise, il y a, si vous voulez, une pluralité de temps. Il y a 48 en arrière-plan, il y a 82, il y a ensuite une autre temporalité qui vient après, 48 et 82, il y a le séjour de ces enfants palestiniens en Tunisie. Et puis, il y a toujours dans une fiction, dans un texte, il doit y avoir toujours un horizon, une temporalité à venir, une projection vers ce qui va advenir après, une manière de se projeter dans un avenir probable ou improbable. Donc, si vous voulez, il y a comme un télescopage de temporalité entre lesquels il va y avoir un dialogue, une interaction.
qu'est-ce que ça va donner. Et de cette interaction-là, on peut dégager des constantes, on peut dégager des changements, des différences. Je voulais voir ce qui restait de 48, de 1982 et arriver jusqu'à 2024, 2025 aujourd'hui. Il y a quelque chose qui revient comme un leitmotiv, un schéma dramatique, une histoire, l'embryon d'une histoire, l'embryon d'un fait historique qui fonctionne. Il y avait eu un livre très important dans l'analyse narratologique sur la morphologie du conte. Et de l'histoire des Palestiniens, on peut dégager des fonctions qui reviennent tout le temps. C'est d'abord la spoliation, on vous prend votre terre, ensuite vous êtes éliminé, banni, on vous occupe votre terre, vous êtes banni et puis vient l'exil. C'est-à-dire que ce schéma-là, ou bien ce schème narratif, il revient, il est constant et il corrobore, si vous voulez, quelque chose de fondamental, d'essentiel. La perte de la terre. La perte de la terre que vous foulez chaque jour où vous êtes né. Et ça continue maintenant avec Gaza et avec le projet diabolique qu'on prépare à tous ces exilés et ces gens qu'on poussé ailleurs, dehors. Et Schopenhauer, dans sa philosophie de l'histoire, dans le monde comme représentation et comme volonté, avait reproduit une formule latine qui dit ceci: Semper eadem sed aliter. C'est-à-dire toujours la même chose, mais d'une manière différente. Le monde fonctionne ainsi. Et j'ai voulu reprendre ça, travailler sur ça, partir de là pour essayer d'expliquer, de comprendre et de voir l'enjeu de tout cela. Tout le roman, si vous voulez, il s'articule autour d'un personnage qui vit la même chose, mais d'une manière différente. Ceux qui vont vivre après lui auront aussi à affronter cette fatalité, si vous voulez, ce fatalisme de l'histoire, ce déterminisme de l'histoire. Il y a quelque chose dans l'histoire qui nous dépasse tous, qui dépasse l'action de chaque individu et qui va au-delà de cela. Donc le fatalisme historique, comment va-t-il être traité par un enfant qui va vivre en Tunisie, qui n'a pas choisi de venir, mais qui s'est retrouvé dans un contexte qu'il n'avait pas choisi. Donc le roman, si vous voulez, reprend ce schéma-là et va essayer d'en faire l'arrière-plan philosophique de l'histoire. L'idée première du roman. Et pour bien illustrer cette idée reprise par Schopenhauer, Semper eadem sed aliter, c'est-à-dire toujours la même chose mais d'une manière différente, j'ai fait en sorte que les instances narratives, que l'histoire donne à voir ce mimétisme, cette répétition, cette reprise des choses. Et j'ai donné à l'enfant Joubran une sœur
en Palestine, qui est emprisonnée. C'est une étudiante activiste qui a été emprisonnée. Et je lui ai donné une sœur tunisienne, c'est-à-dire une sœur, mais pas biologique, mais une sœur qu'il avait adoptée, qui avait contribué à son installation en Tunisie, qui lui a donné une famille. Il avait perdu sa mère en Palestine et je lui ai donné une mère, Baïa, en Tunisie. J'ai fait en sorte que la Tunisie soit à l'image d'eux. D'autant plus que la Tunisie, comme il y a de grandes ressemblances climatiques, naturelles entre la Tunisie et la Palestine. Même d'autres, il y a d'autres, même les noms aussi. Jisr al-Zarqa en Palestine et Oued al-Zarqa en Tunisie. Une traversée, un voyage par mer des combattants palestiniens qui sont venus. Et à la fin du roman, il va aussi faire un voyage aussi par bateau pour aller quelque part. Et même l'enquêteur, celui qui est en charge de l'enquête policière, il s'est retrouvé dans le personnage de Joubran, et la femme avec qui il était lui disait « Fais comme si tu étais Joubran ». Il a demandé à passer 48 heures dans la maison où habitait Joubran pour essayer de s'imprégner de l'atmosphère dans laquelle il avait vécu. Donc j'ai donné à voir l'application, si vous voulez, de cette conception de l'histoire, la philosophie de l'histoire chez Schopenhauer, et elle est là, elle continue, et elle dure, et elle est effective, elle n'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose que l'on vit chaque jour. L'histoire, très souvent on dit, l'histoire est un éternel recommencement, et on le vit matériellement, concrètement. Et donc, le roman ne va pas se réduire à une reprise à une illustration narrative romanesque de cette idée-là. Hein, et Schopenhauer l'appelle la pensée unique. C'est une pensée unique, c'est-à-dire, c'est ça là. Si vous voulez comprendre l'histoire, c'est ainsi que c'est comme ça que ça se passe. Le roman ne s'arrête pas là, mais il va aller au-delà. Parce que il faut essayer d'avoir une perception des choses qui est propre au roman. Quand on lit le roman Le Patio de Joubran, hein, ce garçon, ce petit enfant qui est venu en Tunisie, qui a échappé à Oued al-Zarqa, il n'a pas voulu aller avec les combattants, qui a été adopté par une famille tunisienne dans la Médina de Tunis, par la photographe qui avait accompagné l'exil des combattants, et par ces deux femmes de la Médina, dont Baïa, qu'il avait complètement considéré comme son fils. Hein. Cet enfant-là va essayer d'abord d'aller dans le sens de cette histoire, dans cette loi de l'histoire. Mais il arrive un moment où on le croyait assassiné, tué, parce qu'il avait laissé des traces derrière lui. Sa veste est restée dans la salle des profs, ses affaires aussi, des taches de sang dans la maison et même dans la salle des profs, et il avait disparu. Une enquête est ouverte, mais l'enquête n'est pas allée très loin. Beaucoup de lecteurs m'avaient dit que on a l'impression que vous avez fait une rupture brutale à l'histoire, que la disparition n'avait pas lieu d'être, qu'il fallait ne pas perdre de vue
les autres personnages aussi, dont Shirin, la photographe. Mais il a fallu que j'explique maintenant, si vous voulez, parce que j'ai vu que la lecture, il y avait une deuxième lecture à faire du roman. En fait, Gibran n'a pas disparu, il n'a pas renoncé, il ne s'est pas résigné, mais il avait compris quelque chose. Il fallait résister à cette loi de l'histoire. Il fallait essayer de la détourner, de passer outre la loi de l'histoire, ce déterminisme de l'histoire, ce fatalisme qui accompagne le mouvement de l'histoire. Il avait décidé, parce qu'il est arrivé à un moment de maturation, l'apprentissage est terminé, l'initiation est finie, et il avait compris une chose, que lui et les autres ont commis une erreur fatale. C'est de quitter la terre où ils étaient nés. C'est d'accepter de partir, d'accepter l'exil. Et il a décidé de résister à cet exil-là et à cette loi de l'histoire. Les deux premiers enfants qu'il avait rencontrés à Bizerte, parce qu'il s'est enfui en descendant du bateau, il est allé dans un jardin public. Et il a trouvé deux enfants avec qui il s'est mis à jouer et comme si de rien n'était. Et c'est la photographe qu'il avait repêché. Donc ces deux enfants étaient devenus des amis fidèles à Gibran. Et ils ont préparé le retour de Gibran. Avec Gibran, il a préparé un retour dans la clandestinité, retour à Beyrouth. Il a décidé de faire comme les autres, ils appellent les ombres de la Méditerranée, les yaharkou, ceux qui vont en Italie, en France, en Allemagne, etc. Il a décidé de revenir et de corriger, de rectifier le tir et de reprendre le chemin du retour et de faire de la fin du roman, et je voulais faire de la fin de l'épilogue, je voulais faire de cet épilogue-là un commencement, c'est-à-dire un cercle qui finit, mais un cercle qui reste ouvert. Le roman reste ouvert. Je n'ai pas fait de raccourci pour finir l'histoire, non. J'aurais pu écrire encore une centaine de pages, mais la décision était brutale, était brusque. Il fallait reprendre les choses et le roman, c'est-à-dire il s'est constitué aussi en résistant, il faisait de la résistance. Le roman est resté ouvert. Le roman, il n'y a pas eu de clôture. Le roman ne s'est pas replié sur lui-même. Il s'est projeté dans un avenir qui est à faire. Est-ce qu'il va arriver chez lui? Est-ce qu'il va retrouver sa sœur? Est-ce qu'il va devenir un combattant? Qu'est-ce qu'il va faire de ce recommencement-là, de ce commencement nouveau? Mais une fois devenu mature, il a fini cette initiation à la vie, à ce qu'est l'histoire, et tout reste à faire. C'est-à-dire que le message, s'il y a un message dans un roman, s'il peut y avoir un message dans un feuilleton, le message reste en filigrane, c'est-à-dire ne jamais renoncer, ne jamais se résigner, parce que aujourd'hui, si vous l'avez remarqué, si vous l'avez bien remarqué, on demande aux Palestiniens de déposer les armes. Pourquoi résister? Ils sont puissants, ils sont forts les autres, vous n'y pourrez rien, il y a les Américains, et tout vous pousse à la renonciation, si vous voulez, à déposer les armes et à dire, prendre un drapeau blanc et dire, moi ça y est, je renonce à tout. Donc le roman lui-même porte un message de résistance, parce qu'il est resté ouvert, parce que beaucoup de lecteurs, les lecteurs qui m'ont contacté, avaient une sorte de gêne, d'embarras.
quelque chose ne va pas dans le roman. Il y a une rupture rapide et puis une disparition. Mais cette disparition n'en est pas une. Cette disparition-là, c'est le commencement de quelque chose. Quelque chose commence et c'est, si vous voulez, c'est l'éthos du roman. Ça. C'est la perception morale de l'histoire. Ne jamais renoncer. Et j'ai fait donc de ce personnage non pas une victime. Quelqu'un est venu le tuer, il a disparu, ou bien il aurait pu rester en Tunisie parce que tout en Tunisie l'encourageait à rester. Il était devenu professeur, on l'avait, si vous voulez, on lui a donné un poste. Il a une très bonne famille qu'il avait adoptée, qu'il aimait particulièrement et sincèrement. Il avait tout pour vivre heureux. Il avait une femme aussi. Mais à un certain moment, sans le dire à personne, parce qu'il avait pris soin de ne pas laisser paraître, laisser la nouvelle se répandre, il a secrètement décidé de revenir pour un nouveau départ, pour un deuxième commencement, un recommencement. Et là, donc, on est plus du côté de Héraclite que de Parménide. Hein. On ne traverse pas un fleuve de la même façon, c'est-à-dire que l'histoire est en fait une dialectique, une tension, quelque chose qui change de temps à autre. Ce n'est pas toujours la même chose qui revient. Hein. Donc, il y a une sorte de dialectique qui s'est installée et je voulais montrer à partir de l'histoire de cet enfant-là que non, ce ne sont pas les mêmes choses, mais quelque chose, il y a toujours un mouvement, il y a toujours qui change, qui évolue, qui peut construire quelque chose et qui peut changer la donne, comme on dit. Hein. Donc voilà, si vous voulez, l'essentiel de l'intention du texte. Je ne sais pas si l'intention est parvenue, si l'idée, si le message est parvenu à bon port, ou bien si le message s'est perdu en cours de route. Hein? Voilà, si vous avez des... je ne sais pas si vous avez des choses à dire, des observations à faire, ou bien des éclaircissements, je ne sais pas. C'est Mohamed. C'est Bachir Latiksaha, vraiment, la curiosité de lire ce roman. Vraiment l'exposé la Matouna. Il suscite en moi des souvenirs malheureux que je vais raconter après la participation. Je vous aide. Merci pour cette présentation qui me donne très envie de lire votre roman. Schopenhauer a été très lu par un personnage très important de la psychanalyse. Bien sûr, c'est Sigmund Freud qui a écrit, donc par-delà le principe de plaisir, qui est la compulsion à la répétition. Et on retrouve, il a écrit ce livre au moment où justement il traitait les gens qui souffraient de stress post-traumatique. Parce qu'on a toujours l'impression que dans le stress post-traumatique, on revit le même cauchemar, on revit les mêmes tragédies. Donc je pense que c'est très intéressant de voir comment vous traitez ce même sujet, et c'est pour ça que je vais le lire avec beaucoup de plaisir. Ma question est sur l'écriture romancière. Vous traitez d'un sujet qui reste d'actualité,
qui est en plus, avec ce qui se passe à Gaza, donc est vraiment à l'intérieur de tout le monde. Comment est-ce que vous, en tant qu'écrivain, en tant qu'une personne qui travaille, qui manipule la fiction, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire dans notre société, dans la société occidentale, parce que votre livre va sûrement être lu par des Européens, dans la société tunisienne ou dans la société d'une façon générale. Donc c'est ma question, c'est justement sur ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire de nos jours quand on écrit de la fiction en rapport à l'histoire. Frédéric. Pour l'écriture, nous avons ici avec nous un jeune dramaturge c'est lui qui a fait un feuilleton pour le mois de Ramadan. Tarq, c'est un ancien étudiant à moi, mais Barkallah Ali, c'est lui qui a écrit un feuilleton assez lourd de sens et opaque. Je lui ai dit d'ailleurs une opacité, des fois qui dérange, une mauvaise conscience, les culpabilités profondes que nous éprouvons tous dans la vie. Pour votre question, je crois qu'il y a un principe absolu pour chaque personne qui décide d'écrire, prétend vouloir écrire quelque chose, c'est le principe de la distance esthétique. Vous ne pouvez pas écrire avec des émotions, avec des colères et des déceptions, des traumatismes. Il faudrait mettre ça à côté, évacuer tout ça et avoir cette discipline de travail. Je veux écrire sur un sujet qui est brûlant, que nous vivons chaque jour en Tunisie, chaque instant. C'est traumatisant même le fait de regarder les images est traumatisant. Il y a une implication à notre insu. Nous sommes impliqués à notre insu, même si on ne le veut pas. Et donc, j'ai pris soin de travailler sur moi-même avant de commencer à écrire. Et d'ailleurs, il y a une symbolique du patio qui est là. Le patio dans les maisons arabes, ce n'est ni l'extérieur ni l'intérieur. On n'est ni dedans ni dehors. C'est un lieu de transit, un lieu qui est à mi-chemin. Et ça illustre tout le destin de Joubran et de ces Palestiniens. Ils ne sont pas chez eux, ils sont des étrangers chez les autres. Ils sont dans une sorte de patio. Et ce patio-là, c'est comme un refuge, mais ils ne sont pas chez eux. Et donc j'ai voulu, avec la forme, donner la signification. C'est une prétention, mais je voulais que dans la forme du roman, dans ses structures, que les structures, la forme, inspirent l'idée, racontent l'histoire, et dit le message, qui dit l'intention du roman, l'intention du texte. Et ça, c'est une condition sine qua non, la distance à prendre. Vous ne pouvez pas parler des autres ou de vous-même, de ce qui vous hante, avec plein de hantises qui vous dépassent, qui vous submergent, qui vous sont imposées. Il faudrait se libérer d'abord pour écrire. Voilà, j'ai bien pensé à cela avant de... J'ai oublié que j'étais tunisien, arabe et très sympathisant de la cause, etc. J'ai tout laissé à côté. Même la difficulté de l'écriture ne vient pas seulement de ma relation aux Palestiniens, de ma relation aux autres, aux occupants, à l'occupation. Vous n'allez pas vous mettre à insulter, à dire n'importe quoi, à injurier pour montrer que vous êtes un militant. Non, au contraire. Il faudrait, raison garder. Sinon, ça va rien donner. Parce que ça aussi, c'est de l'art. Et Jean Rousset a écrit un texte très important, un critique littéraire, forme et signification.
il faut que dans la forme même de votre roman, votre feuilleton, de votre film, votre poème, qu'il y ait là, dans cette forme-là, dans la grammaire, une logique propre à votre texte, une grammaire propre à votre texte. Logique du récit de Claude Brément aussi. On l'avait enseigné, on l'avait étudié. Une logique. Et cette logique-là, elle doit vous être propre à vous, singulière. Et c'est pour ça que le titre-là n'est pas seulement par comment dire, par exotisme, par recherche du pittoresque. Non, ça n'a rien à voir avec les maisons arabes et tout ça. Même si tout le séjour tunisien est passé dans la Médina, le patio, c'est très important. Il a fait du patio son bureau. Il s'est caché dans le patio, il a caché ses ordinateurs parce que les femmes qui étaient là lui avaient posé la question de la résistance et du militantisme et tout ça. Et ils lui ont dit, Gebran, tu ne vas pas tuer des gens. Tu n'es pas un criminel, tu n'es pas un assassin. Tu vas résister à tout ça. Alors là, parce qu'il est jeune, il a fait une licence d'informatique, il a dit, je vais essayer de brouiller les ordinateurs. Je vais essayer de faire du brouillage, de prendre des informations, de les faire passer aux combattants palestiniens. Mais il a vu que il n'arrivait pas à grand-chose. Et c'est dans ce patio-là qu'il a essayé de... ce patio-là, il a voulu le transformer en salle d'opération. Mais finalement, il a été rattrapé par la peur, par le sentiment de peur, par l'isolement, par le fait qu'il soit seul. Parce que ce travail-là demande à une groupe, que d'autres personnes viennent avec vous pour qu'on puisse travailler ensemble, tout ça. Donc, pour répondre à votre question, c'est signé quoi? Ça, on le fait avant tout. Travailler sur soi avant d'écrire, avant de devenir écrivain, et vous donner votre travail à lire aux autres. C'est une grosse, c'est une responsabilité immense. C'est quelque chose d'important. Ça se fait une fois. Une fois le livre imprimé, ça y est, il ne vous appartient plus. Tant pis pour vous. J'espère vous avoir... non, vous avez très bien répondu. Cette table. Oui, bien sûr. C'est l'idée. سي بشير انت حكيت بكري على الليت موتيف اسكو لو فات اللي لي بالستينيان وقتها خرجوا جابوهم من تونس توا يعاودوا يخرجوهم مره اخرى اللي هي الاولى والليت موتيف الثاني اللي مش ظاهر بالكدا هو كونه قبل جابوا السلاح نتاعهم لي ميليتون تو يحبوا ينحيوا لهم السلاح نتاعهم هم مازالوا في ارضهم بتاتر هذوما زوز المشاكل اللي ماذا بينا كيفاش تتصور Un exil dans les armées. Omar, Tarek, non? Comment vous avez vécu l'expérience, Tarek, si vous voulez, pour devenir moi le lecteur? J'ai bien... votre feuilleton m'a beaucoup embarrassé, m'a énervé. ربي كان تسمحوا أنا عشت l'arrivée du bateau اللي جاب فلسطينيين وي الواحد الكافية هذيا رماها واحد من الباتو جات مباشرة في حضني تو في الدار ونبكي على خاطر شيء اللي ريته من بعد وانا موظف في الجامعة العربية الخطأ
الكبير اللي عملته تونس والفلسطينيين اللي يقبلوه، اللي مشاو في حمام الشط كلهم اتجمعوا غادي في بيروت، كانوا مفرقين مع اللبنانيين. في أي مكان هم موجودين في الشرق الأوسط مفرقين، مش تلموا غادي. كنت أنا شاهد أيام كيفاش صارت التقنبيل، وعلاش صارت التقنبيل، وكيفاش خطط إسرائيل للتقنبيل. راهو شوف المخابرات الإسرائيلية كبيرة، وما لا الفلسطينيين ولا التوانسة خذوا حذرهم من أنه الفلسطينيين لازمهم فرقين باش ما تصيرش حمام. أنا في الجامعة العربية، الجامعة سمت فلسطيني الأمباسادور نتاع الجامعة العربية في لندن. انجلترا هي اللي خلقت إسرائيل، والمخابرات الإنجليزية الإسرائيلية موساد تخدم غاديكا ألاز. اش عملوا؟ فما السي خليل الأزهري هو سفير فلسطيني من القدس، كان سفير ربي يرحمه سفير فلسطين في لندن. فما سينما شريط اسمه ويست بانك، عملته في الضفة على الفلسطينيين. جات لتونس باش تقابل خليل الأزهري اللي ولا في تونس مدير الجامعة في تونس، واستقبلتها أنا. كلفوني أنا في إدارة الإعلام في الجامعة نخدم باش نستقبلها في المطار، باش ما نطول لكمش. استقبلتها ومشيت للضفة مرة أخرى على طريق الأردن، ورجعت لتونس باش تعطي شنو اللي ناوي باش تعمل كومانوتر فيلم. واللعبة اللي لعبتها هي أجون تاع موساد. اللعبة اللي لعبتها أنها باش تروح لإنجلترا ضيعت الطيارة لازمها تقعد في تونس. دقيقة كمل. هذه هو المكويس تسمع. كي ضيعت الطيارة قبلوها في المقر تاع حمام الشط، باتت ليلة، حطت لي بيس الكل، وعرفت نهاريش ياخدوا الشهرية، نهاريش ياخدوا شهريهم، ونهاريش عرفات باش يجي. عرفات تمنع بطريقة ولا، وصارت تقنبيل. وهذه أول مكويس. وهذه القصة قلتها للمخابرات التونسية، قلتها للجامعة العربية، وقلتها للفلسطينيين. ولا حبيت هذه نعطيكم القصة هذه. Tout d'abord, je tiendrai à féliciter Si Béchir, qui est d'abord mon enseignant et celui qui a joué de façon directe un rôle très important dans ma formation académique. Et de façon indirecte, il m'a initié à l'amour de l'art et de la littérature, notamment française. L'exposé a vraiment attisé ma curiosité et j'aimerais bien lire ce roman parce que connaissant sa rigueur et sa manière de procéder loin des émotions, loin des prises de position directes, j'aimerais bien lire ce roman, surtout dans une période très délicate parce que certes, d'une part, les images sont traumatisantes, mais d'autre part, tellement les images sont récurrentes qu'il y a cette sorte de banalité dans la réception des choses, au point que
certains concitoyens tunisiens sont de plus en plus acquis au récit, disons, officiel, et ils sont loin de cette politique de la résistance et de cet appel qui parcourt en filigrane le roman. Donc, je suis très curieux aussi, Béchir, et je te félicite pour l'apparition de ce deuxième roman. Merci. Je voudrais aussi, parce que je pense que c'est un geste aussi militant de la part, je voudrais remercier si Hafez Boujmil qui a accepté directement, sans vraiment réfléchir, la publication du roman, comme pour le premier roman aussi, pour Constantin l'Ifriquien. C'était de façon très immédiate et je le remercie vraiment sincèrement du fond du cœur. Hein. Sans hésitation. Ah oui, oui. Omar, je vous remercie pour votre attention, bien sûr, hein, et voilà, et bonne lecture ou relecture. Hein. Michel Tourigny.